Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes dans le décor des pigeons que vous retrouverez demain pour une édition spéciale foot consacrée à l'affaire qui secoue depuis ce matin le milieu du football belge, mais pas seulement le milieu du football belge. Ce n'est pas la première fois que le football est éclaboussé par une affaire, mais celle-ci est d'envergure, touchant quelques-uns des personnages les plus en vue du football professionnel. Rodrigo, vous êtes là avec plusieurs témoins. Justine Katz nous a aussi rejoint sur l'aspect plus judiciaire des choses. Elle interviendra dans quelques instants. Rodrigo, est-ce que vous pouvez résumer ce qui s'est passé aujourd'hui, depuis ce matin très tôt, et les arrestations, les interrogatoires dont font l'objet plusieurs personnes en vue du football belge? Oui, je laisserai évidemment l'aspect purement juridique clairement à Justine, mais on parle d'une instruction judiciaire qui couvre des activités dans le cadre d'une organisation criminelle, ce sont les mots du communiqué, blanchiment d'argent et corruption privée. Donc on parle de commission dissimulée aux autorités belges sur des transferts et des salaires de joueurs et d'entraîneurs. Parallèlement, le parquet fédéral a demandé au juge d'instruction d'étendre son instruction à des faits d'influence possible sur des matchs. Donc on parle de matchs éventuellement truqués, que ce soit clair. Beaucoup de personnes ont été interpellées, on vous dira tout de suite de qui il s'agit. Mais il y a deux figures, entre guillemets, centrales, deux agents de joueurs, Dejan Veljković, qui a amené Ivan Leko au club de Bruges, le club champion, Moji Bayat, qui est l'agent de Hein van Azebroek, l'entraîneur d'Anderlecht, et qui a amené Michel Prudhomme au Standard. Contrairement à Prudhomme et à Van Azebroek, Ivan Leko a aussi été interpellé. Je rappelle que le président du club de Bruges est Bart Verhaeghe, qui est tout de même l'homme le plus puissant du football belge, l'homme qui a choisi Roberto Martinez à la tête de nos Diables Rouges, 3e de la Coupe du Monde, avec son bras droit, Mehdi Bayat, qui est le frère de Moji Bayat. Voilà, c'est dire si tout le football belge est évidemment secoué par ce petit séisme dont on ne connaît pas encore, on n'a pas encore pris la mesure de toutes les secousses qui vont suivre. Justine Katz, c'est une enquête d'une très grande envergure. Comment la situer dans celle que vous suivez généralement dans votre spécialité ? On peut dire que les chiffres parlent d'eux-mêmes. 44 perquisitions menées simultanément ce matin en Belgique, c'est énorme. 184 policiers belges qui ont été mobilisés, et ça en coordination avec une enquête européenne, vu qu'il y a eu des perquisitions également dans 6 pays différents. On peut citer la France, le Luxembourg, Chypre, Monténégro, Serbie, Macédoine. Là aussi, 36 policiers mobilisés. Donc c'est évidemment une enquête d'envergure qui a débuté il y a un peu moins d'un an, à la fin de l'année 2017. Alors la question ce soir, c'est de savoir combien de personnes en Belgique, dans ces 44 perquisitions, ont été interpellées. Et ce soir, on n'a pas la réponse. Alors, on parle d'interpellation. Qu'est-ce que cela suppose? J'ai entendu pendant la journée, ils peuvent être interrogés au titre de témoins. Est-ce que c'est le cas ou pas? Alors bon, là, il y a une certitude par contre. Le parquet fédéral est catégorique. Toutes les personnes qui ont été interpellées ce matin l'ont été à titre de suspect et pas à titre de témoin. Ça veut dire qu'elles ont toutes été, en jargon judiciaire, entendues sous le statut Saldus 4, qui implique qu'un avocat peut être à leur côté pour assister à leur interrogatoire, mais toutes sont là à titre de suspect. Alors elles sont en ce moment même pour la plupart à Hasselt, parce que cette enquête elle a débuté dans le Limbourg, à la police fédérale d'Hasselt qui mène ces interrogatoires. Ça va se passer probablement durant toute la nuit, encore une partie de la journée de demain, et puis ce sera au tour du juge d'instruction de recevoir les personnes et de déterminer pour chacune de ces personnes s'il y a lieu de l'inculper, s'il y a lieu de la mettre en détention, de la mettre en prison, ou au contraire de la libérer sous condition, ou peut-être certaines seront libérées sans être inculpées ou inquiétées du tout après avoir été entendues. On parle de combien de personnes et de qui s'agit-il? Alors, on parle de combien de personnes? On ne sait pas. Un grand nombre de personnes, dit le communiqué du parquet fédéral. C'est rare qu'on ne dise pas exactement combien de personnes, mais c'est une volonté, visiblement, de ne pas dire combien de personnes ont été interpellées. Il y a déjà une dizaine de noms qui circulent. On a 7 confirmations, 7 noms confirmés. On en a parlé. Moji Bayat, donc l'agent de joueurs, l'ancien manager d'Anderlecht, Herman van Olsbeek, le coach de Bruges, Ivan Leko, 2 arbitres, Sébastien Delferrière et Bart Vertenten, également un avocat, un ancien avocat d'Anderlecht, Laurent
Denis, qui lui a déjà été condamné dans un dossier de l'affaire des paris truqués. Voilà, l'affaire Zéhounier, où il avait pris 1 an de prison avec sursis. On parle également de 2 journalistes flamands, un du Laatste Nieuws, un autre du Nieuwsblad, qui sont aussi donc entendus à titre de suspects. C'est une liste qui n'est donc pas complète. On n'a pas une vue globale. On sait qu'il manque des noms à cette liste. On dit notamment dans le communiqué du parquet fédéral, des dirigeants de clubs ont été interpellés. À ce stade, on n'en a pas plusieurs dans cette liste. Donc il manque manifestement des gens. Justine, merci. Rodrigo, quelque chose à ajouter avant d'aller rejoindre Quentin Warlop à Hasselt? C'est très important ce que dit Justine, parce qu'il est évident que tous ces gens ont la présomption d'innocence. Je pense qu'on doit quand même bien le rappeler. Mais ce n'est pas uniquement, on insiste là-dessus, à titre de témoin. Donc il y a le mot suspect qui est quand même sorti. Et comme vient de le dire Justine, dans le communiqué, il y a des responsables de club. Or, Herman et Van Olsbeek est le seul. Donc, il y a d'autres noms qui vont encore sortir. Et il faut bien le dire, avec manifestement la complicité de certains journalistes. Quentin Warlop est à Hasselt. Justine Katz vient de nous le dire. C'est là qu'est traitée l'enquête et que c'est de là qu'est partie l'enquête. Que s'est-il passé aujourd'hui à Hasselt, Quentin ? Michel, c'est d'ici, depuis le Limbourg, c'est le point de départ de cette gigantesque affaire, désormais chapeautée par le parquet fédéral. Pourquoi ? Eh bien, pour la simple et bonne raison que plusieurs arrondissements judiciaires sont concernés. Il n'y a pas que le Limbourg, que l'affaire est donc nationale. Elle est donc chapeautée par le parquet fédéral, car elle revêt un caractère national et même international. Vous l'avez dit, car plusieurs pays sont concernés. Alors, que s'est-il passé ici ? Eh bien, vous le voyez peut-être derrière moi, c'est un va-et-vient sans arrêt de voitures qui passent ici, avec plusieurs suspects qui sont donc entendus juste derrière moi dans les locaux de la police judiciaire fédérale, dont l'entraîneur du club de Bruges, Ivan Leko, qui est toujours à l'intérieur, accompagné par son avocat, maître Walter van Steenburg. Tous ceux qui ont été privés de liberté ce matin passeront par ici, c'est la case obligée. Alors, très concrètement, comment cela va se passer au niveau de la procédure ? Eh bien, dans un premier temps, ils seront donc entendus ici par les policiers de la police judiciaire fédérale, qui ensuite feront un bilan, une certaine forme de rapport auprès du juge d'instruction, qui aura alors 2 possibilités. Soit il décide de la remise en liberté, soit il décide d'une autre audition devant lui-même, devant le juge d'instruction, ici à quelques kilomètres d'ici, au niveau du palais de justice d'Hasselt. Si c'est cette deuxième option qui est choisie, eh bien le suspect sera envoyé là-bas et le juge d'instruction aura alors la possibilité de le placer sous mandat d'arrêt, de l'inculper s'il estime en fait qu'il a suffisamment d'éléments pour pouvoir le faire. Il a pour cela du temps, beaucoup plus de temps qu'avant. Il a désormais 48 heures donc pour peut-être faire craquer le suspect, pour en savoir un petit peu plus, pour comprendre concrètement ce qui a bien pu se passer. Raison pour laquelle eh bien, les auditions ici devront se dérouler toute une partie de la nuit et même peut-être dans la journée de demain. Si Quentin, pour conclure, Justine, prochaine étape de la part du parquet, une communication attendue ? Oui, exactement. Donc, quand toutes ces auditions dont parlait Quentin seront terminées, le parquet prendra la parole. Ce sera demain à 15h au parquet fédéral, une conférence de presse avec la lecture d'un communiqué qui devrait donner, nous dit-on, certaines précisions sur l'affaire. Merci Justine Katz. On vous retrouve dans le journal télévisé, forcément un large chapitre aussi consacré à cette affaire. Thomas Châtel, Stéphane Strecker, vous êtes nos consultants généralement sur un autre plateau, celui de la Tribune. Alors forcément on est tous secoués simplement par l'amour qu'on porte au foot. Et quand on voit que ces choses-là se passent ou sont susceptibles de se passer, on est un peu secoué. Oui, en effet, on est groggy. D'un autre côté, on peut être aussi soulagé. C'est que la justice fait son boulot sur des choses qui ne fonctionnent pas normalement dans le football. Et c'est vrai que malheureusement, on n'est pas complètement surpris. Par l'ampleur, oui. Par certains noms, oui. Mais on n'est pas complètement surpris parce que quand un agent, par exemple, possède plus de la moitié d'un vestiaire, ça ne peut qu'amener à des dérives. Dans votre carrière de joueur, ce sont des choses tangibles avec lesquelles vous étiez en contact et qui vous ont interpellé ?
Non, mais comme je vous dis, quand on est dans un vestiaire, à l'intérieur d'un vestiaire où il y a plus de 5, 6, voire 10 joueurs qui sont dans les mains du même agent, que l'entraîneur est aussi avec un agent, ben, évidemment, ça pose question et on se dit, il y a des choses qui passent parfois au-dessus de notre tête, oui. Oui, vous avez commencé dans un club tout à fait bénévole, hein, le FC Saint-Michel. On est bien loin de ça. On est très très loin de cela. En effet, on sait les masses importantes d'argent qui sont brassées après dans le football professionnel. On reparlera de ça tout à l'heure. Stéphane, aujourd'hui, votre réflexion par rapport à ce qui s'est passé, à ce qu'on vit? Mais il n'est pas très étonnant qu'on est dans un milieu où peuvent se passer des choses pas extrêmement saines. Il suffit de réfléchir 2 secondes pour comprendre très facilement que quand un agent de joueur possède beaucoup de joueurs d'un même club, plus l'entraîneur, et puis qu'il a comme client parfois des adversaires de ce même club, que par définition ça peut poser des problèmes. On se rend compte que ce n'est pas immédiatement et complètement sain. On rappellera qu'il y a la présomption d'innocence. Moi, je ne sais pas ce qu'on leur reproche. On peut malheureusement l'imaginer. Quand on apprend, par exemple, alors c'est évidemment, voilà, ce sont des racontars, mais enfin, bon, quand même, un cliché de dire qu'un très grand agent de joueur aurait eu son bureau dans un très grand club, alors que par définition, ce sont des conflits d'intérêts. Rien que ça, c'est extrêmement choquant. Mais pour aller un petit peu plus loin, très rapidement, ce que je trouve le plus dur dans tout ça, c'est que pour aimer le foot, il est nécessaire, je pense, qu'il y ait une part de naïveté et de premier degré. Ce qui nous passionne tous, c'est le fait de ne pas savoir ce qui va se passer. Imaginez que d'autres personnes dans la coulisse tirent les ficelles et que nous, on est les dindons de la farce parce qu'on est des cons qui aimons le foot au premier degré, je trouve que ça, c'est une vraie souffrance et ça, c'est vraiment insupportable. Et si, comme Thomas le suggérait, cela pourrait peut-être permettre un assainissement, c'est positif. Mais je rappelle que moi, je ne sais pas du tout ce qu'on le reproche et je ne peux que trop gravement l'imaginer. Donc, je ne voudrais pas aller trop loin parce que, je le répète, la présomption d'innocence l'emporte. Tout cela après un été qui nous a amené à des sommets de bonheur autour du foot qu'on aime. Et en effet, souhaiter, pas comme me l'a rappelé Roland Duchâtelet cet après-midi, pas comme dans l'affaire des paris truqués, qu'on aboutisse à une enquête et à des conclusions qui finalement n'ont rien modifié dans les comportements. C'est ça qui m'inquiète un petit peu. C'est qu'il y a quand même eu 2 très grosses affaires. Mais je trouve qu'ils n'ont pas mené à grand-chose. Il faut quand même savoir que l'affaire Standard Waterscape, c'était le juge Bellemans qui avait enquêté et il n'enquêtait pas du tout sur des corruptions, sur des arrangements entre joueurs, mais simplement pour des raisons fiscales. Il a quand même trouvé quelque chose de gigantesque. Il y a quand même eu aussi, parce que c'est une évidence maintenant, on le sait, l'affaire de corruption de cet arbitre pour le match Anderlecht-Nottingham Forest. Il y a eu l'affaire du Chinois. Ça fait 3 affaires énormes, très emblématiques, et je pense que les conclusions n'ont pas été tirées. Dernier mot, Thomas. Oui, le traumatisme en tant que consultant, en tant qu'ancien joueur, c'est surtout qu'on a un entraîneur qui est là dans cette histoire, on a des arbitres, et que on touche à des clubs de très haut niveau, contrairement à l'affaire Zeyunye, où là, on était dans le bas de classement, et voilà, ça, c'est le traumatisme principal. On n'oubliera pas qu'on a des journalistes qui sont aussi aujourd'hui considérés comme suspects dans cette affaire, puisqu'ils sont 2 à être interrogés, 2 confrères néerlandophones, semble-t-il. Thomas Bricmont est journaliste, il a enquêté précisément sur ses agents. Nous avons un agent avec nous sur le plateau, c'est Daniel Striani, mais avant cela, l'agent dont tout le monde parle aujourd'hui, l'agent le plus en vue, et c'est pas faute de s'être lui-même en vue, hein, on sait le caractère tout à fait particulier de Modji Bayat, c'est son portrait avec Quentin Volvert. Modji Bayat arrive dans le football belge à Charleroi en 2003, au chevet du club ennuyé, dans l'ombre de son oncle Abbas. Modji prend rapidement la lumière. Tu fais ce que tu veux. Habile communicateur, Bayat veut donner un grand coup dans la fourmilière du football belge en ne maniant pas la langue de bois, en s'érigeant en bon client pour les médias. Qu'ils arrêtent avec tous les guignols, et je pèse mes mots, qu'ils arrêtent avec ces arbitres-là et qu'ils passent à autre chose. Si le football belge veut progresser, la première chose aussi, c'est l'arbitrage parce qu'ils sont nuls. Faut mettre une bombe à neutrons et tout repartir propre. Mais nous, à Charleroi même, ça nous en touche une sans nous en secouer l'autre. Avec son frère Mehdi, il remet de l'ordre chez les Zèbres avant d'être remercié en 2010 par son oncle Abbas. À l'époque, il semblait sûr de ne pas manquer sa reconversion. Aujourd'hui, la chose la plus importante, c'est l'avenir du Sporting de Charleroi. Mon avenir à moi ne va rien changer en bien ou en mal pour le Sporting de Charleroi.
Sportivement, déjà lors de son passage à Charleroi, Modji s'était spécialisé dans les bons coups sur le marché des transferts, avec notamment Terreo ou Sterkele. Sa reconversion est toute trouvée, le directeur général Carolo devient agent. Avec ses contacts noués comme dirigeant, il a ses entrées dans de nombreux clubs, Anderlecht, Gand et évidemment Charleroi, où il a encore rendu service lors du dernier mercato. Bayat, c'est 24 transferts sur 190 l'été dernier, mais il est surtout devenu un habile négociateur, un des meilleurs entremetteurs pour faire réussir un deal là où les autres avaient échoué. Une activité devenue rentable, il ne s'en cachait pas. L'argent, mais il y a une explication quand même derrière, mis à part l'argent. Depuis tout petit, comme tous les garçons, ce qu'on rêve, c'est de devenir joueur de football professionnel. Malheureusement, ce n'était pas possible pour moi de devenir footballeur professionnel. J'ai dû faire de longues études universitaires. Et donc finalement, quand on adore le football et qu'on veut travailler dans le football, on finit souvent ou dans un club ou comme agent de joueur. C'est pourtant au niveau financier qu'il fait la différence. Selon certaines sources, il est moins cher que tout le monde. 7% de commission au lieu de 10 à 15% pour les autres. Il n'est pas non plus un agent classique. Il n'a pas énormément de joueurs sous contrat. Il intervient un peu partout comme facilitateur. Il est intervenu dernièrement dans les transferts du défenseur anderlechtois Cara vers Nantes. Il avait placé Dussen Ouley à Moucron ou encore Obi Oularé au Standard cet été. Il avait des liens profonds avec une partie des clubs perquisitionnés ce matin. Le réseau Bayat s'est même étendu au-delà de nos frontières, à Watford en Angleterre et à Udinese en Italie, via ses liens privilégiés avec la famille Pozzo, propriétaire des deux équipes. Bref, Modji était partout et avait l'art de nouer des liens. Herman van Holsbeek aussi faisait partie de ses proches, l'ancien manager général d'Anderlecht également interrogé. Modji Bayat avait aussi brièvement travaillé comme consultant pour le championnat de France sur une chaîne spécialisée. L'homme ne manque pas de ressources, mais est désormais au centre d'un séisme qui dépasse le cadre du football belge. Alors, il restait quelques clubs qui ne travaillaient pas avec Modji Bayat. Rodrigo, lesquels dans notre division 1? Donc, parmi les 16 clubs de division 1, on recense l'ancien club de Mark Cook, Ostende. Hugo Broos m'a certifié qu'aucun des joueurs, ni entrants ni sortants, n'était lié à Modji Bayat. L'Antwerp, on nous a affirmé cela aussi à l'Antwerp. Et puis Saint-Tron, héritage de Roland Duchâtelet, qui avait Modji Bayat en aversion, si je peux utiliser ce mot-là. Aussi, l'implication en D1B aussi. Et ça peut même aller encore au-delà. Encore récemment, Modji Bayat a entre guillemets placé Jackie Matthijssen à la tête de l'équipe de nos U19 en équipe nationale. Il est appelé souvent par les Flamands huismakelaar de certains clubs, donc ça veut dire littéralement l'agent de la maison. Et alors, il a tellement, entre guillemets, si on enquête et qu'on pose la question à ses rivaux, à ses concurrents, puisqu'il y a d'autres agents qui sont concernés, certains ont été cités, d'autres vont peut-être l'être encore, mais si on pose la question à ceux qui font le même boulot qu'eux, on peut imaginer que certains vont balancer. La difficulté pour nous, ce sera de faire maintenant le tri entre le vrai et le faux. Mais quand j'entends certains de ces autres agents, je me dis que ce n'est pas un garde du corps dont il a besoin, mais c'est d'une armée mexicaine ou d'une légion complète. Y a-t-il eu des commissions occultes, ce dont il est question? Y a-t-il eu des dessous de table, ce dont il est question aussi aujourd'hui? Plus personne n'a l'air de beaucoup en douter, si ce n'est pas pour autant mettre Modji Bayat dans cette logique-là. Mais Thomas Bricmont, vous êtes en train d'enquêter sur les agents. Vous êtes journaliste à Sport Foot Magazine et journaliste indépendant aussi. C'est à vous qu'on doit ce très très beau documentaire. On parlait du cœur du foot entre Benteke et Hazard, la très belle amitié, l'histoire de famille. Mais voilà. Qu'est-ce que vous ressortez? Qu'est-ce que vous avez envie de mettre en avant par rapport à l'enquête que vous menez autour de ce rôle parfois un peu nébuleux de l'agent de joueur? Je m'intéressais essentiellement aux commissions d'agents, parce que j'ai eu la chance, la malchance, je sais pas, de pouvoir voir des contrats et de pouvoir lire ces commissions, et donc qui est en détail, donc dans des commissions, dans des clubs actuels, comme Anderlecht, où Modji Bayat n'a plus un grand rôle à jouer. Donc j'ai vu des commissions gigantesques, donc je me suis... En fait, ce qui est intéressant, c'est de voir la comparaison entre un agent normal qui touche des commissions de l'ordre de 7 à 10%, c'est un peu la norme, je pense, oui. Et d'autres qui touchent des commissions avec sur des pourcentages à leur vente, c'est des petits montages qui sont gigantesques, mais je parle de commissions de plusieurs millions d'euros. Je pense à Di Mattà dans le transfert d'Ostende,
On a une commission qui est de 6 millions d'euros. Pas la commission. Oui, si, la commission d'euros. 6 millions. 6 millions de commission. Oui, 6 millions de commission sur un transfert de 11 millions d'euros. Donc on est à plus de 50. Bah si, les chiffres, je les ai vus et ils sont réels. Et l'agent ne les contredit pas, il faut bien se rendre compte. Donc on est sur des chiffres complètement gigantesques. Je pense que Daniel Striani, vous allez rebondir là-dessus. Vous êtes agent de joueurs. Ancien journaliste. Journaliste. Vous confirmez quoi? Une commission d'agents normale, c'est quoi? C'est entre 7 et 10%. Entre 7 et 10%. Ce que vous entendez là, dans la bouche de Thomas Bricmont, 6 millions d'agents pour la commission de Dimata. Ce que je voudrais simplement dire et rebondir par rapport au pourcentage à la revente auquel un agent a éventuellement droit, c'est que c'est désormais proscrit, je vais dire, le pourcentage en lui-même. Je veux dire, maintenant, il y a des barèmes. Voilà, le joueur est transféré, on va dire, de 1 à 3 millions d'euros, il y a autant qui est réservé à l'agent. Il est vendu entre 3 et 5, il y a autant. Donc je veux dire, il y a une échelle de valeur au niveau de la revente. Et bien entendu que quand vous ramenez un joueur, je veux dire, un transfert gratuit dans un club, ce joueur flambe, il est revendu 1 an, 2 ans plus tard, à des chiffres plus importants, je trouve normal que l'agent, en proportion, soit rémunéré davantage. Dès l'instant où peut-être il participe à la progression sportive de ce joueur en le plaçant dans un club. Quand il participe, il y a trop souvent des gens qui interviennent qui ne participent en rien du tout. Ça, c'est aussi quoi que ce soit, rien on a 4-5 agents sur des dossiers. Ça, Daniel, c'est de plus en plus le cas. C'est exactement la question qui suivait. Ce sont les fameux intermédiaires. Et jusqu'où va-t-on dans les intermédiaires? Des responsables de club vous disent à un moment donné, nous, voilà, on acquiert un joueur et puis on nous dit, vous devez payer autant là, autant là, autant là, autant là. Non, et on vous oblige de passer par tel agent pour avoir tel joueur aussi. C'est ça, on oblige des joueurs à passer par des agents pour aller dans tel club. Voilà, ça c'est la problématique, c'est-à-dire que moi j'entends des agents qui sont pleins, mais depuis des années, parce que ce système-là qu'on est en train qui va peut-être tomber, c'est un système qui date pas de 6 mois, qui date depuis 5, 6, je sais pas, 10 ans peut-être, ou des agents, donc peut-être vous, je sais pas, qui se plaignent parce qu'il ne va pas rentrer avec un joueur qui pourtant, le club veut tel joueur, l'agent là, le propose, il dit non, c'est pas possible, mais il y a plusieurs cas comme ça, et on doit passer par tel agent, Moji Bayat avec Herman Van Eusbeek, dans le cas de Silla par exemple, à Zulte-Waregem, Patrick de Coster qui est un agent reconnu, qui est l'agent de Bruyne, il pouvait l'amener, Zulte-Waregem, Anderlecht, qui connaît le chemin, je pense qu'il savait le faire, et non, on a introduit un autre agent, il y a 2 commissions qui... c'est des commissions qui se perdent, donc c'est de l'argent qui se perd. Mais moi, et ça date... Vous allez me dire, il y a les agents qui sont mandatés par les clubs aussi. Donc ça, c'est aussi une logique que je n'ai pas très bien compris. Mais... Aujourd'hui, 80% des transferts, des opérations, des signatures de contrats se font en partenariat avec d'autres agents. Il y a 17 ans, quand j'ai commencé cette activité, il m'arrivait fréquemment de réaliser un transfert seul. C'est plus possible aujourd'hui, presque plus. C'est extrêmement limité. Pourquoi? Disons, c'est une évolution. Elle a pas... Non, mais pourquoi? Ça paraît assez... Non, ça, je peux comprendre aussi. Il y a moyen de faire des coûts financiers tellement importants, tellement exceptionnels, beaucoup plus aujourd'hui qu'avant. Vous trouvez que les choses ont empiré? Trouvez que... La profession s'est libéralisée depuis 2015. Donc, c'est-à-dire, aujourd'hui, tout le monde peut devenir agent. Vous envoyez votre certificat de bonne vie et mœurs à la Fédération belge, vous payez les 500 € annuels, administrativement en ordre, et vous êtes intermédiaire. Plus agent de joueur, le terme exact est intermédiaire. Donc la profession s'est tellement libéralisée. Il y a 25 ans, pour être agent, il fallait déposer une caution à la FIFA de l'ordre de 5 millions de francs belges, 125 000 € actuels. Ensuite, il y a eu la possibilité de passer des examens. Aujourd'hui, on n'est même plus obligé de passer des examens. Comment vous expliquez autour de cette table que les enquêtes, les affaires n'ont finalement mené à rien? Le milieu du foot se protège, c'est de l'entre-soi où on... Oui, en tout cas, ils sont... Enfin, pour prendre le cas un cas très précis... Et... Dans le rachat d'Anderlecht avec Mark Cook, par Mark Cook, il y a au centre, il y a un nœud, il y a le transfert de Juri Tielemans qui est complètement au centre du conflit entre Mark Cook et Herman Van Eusbeek. Agent de Juri Tielemans, Christophe Enroté. Christophe Enroté. Et Christophe Enroté qui a bénéficié de commissions gigantesques pour ce transfert de Juri Tielemans. On parle de plusieurs millions d'euros, j'ai vu aussi des chiffres. Et dans ce cas précis,
on peut se poser... Je comprends très bien Marco qui se dise, je récupère un club et je perds plusieurs millions d'euros sur un joueur comme Youri Tielemans. Je vais reverser une commission gigantesque à un agent. Pourquoi une telle... Et le problème, c'est que je vois que maintenant, quelqu'un comme Marco signe les mêmes montants pour un autre agent. Donc finalement, il a toujours accepté ce système. Il n'est peut-être pas d'accord de donner à tel agent, mais il est d'accord pour donner à un autre agent. Et ça, c'est quelque chose... Donc quand vous parlez d'entre-soi, c'est tout à fait ça. Ça veut dire que tout le monde connaît ce système. Moi, je parle avec des dirigeants de clubs qui me disent « mais c'est comme ça ». Quand je leur dis « mais comment tu peux accepter ça ?» Parce que là, ils m'ont montré des SMS avec des dirigeants de grands clubs belges. M'ont montré des SMS d'agents qui disent « bon, ben voilà, on va partager la commission ». C'est comme on fait habituellement en 50-50. Donc ils sont là-dedans. Mais les gens fonctionnent comme ça. Les gens fonctionnent avec ce système et ça a l'air de ne pas poser de problème, sauf à la justice aujourd'hui. Mais... Le foot est au-dessus des lois. Je veux dire, c'est pas nouveau. Hein. Je veux dire, même dans son organisation, même dans les décisions parfois prises par les fédérations, ils s'autorisent des choses, voilà, ils pensent, en fait, c'est un peu l'État dans l'État. Il faut quand même savoir que les présidents de fédération traitent d'égal à égal avec les ministres et les présidents. Personne n'était étonné de voir entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine M. Infantino, parce que c'était normal qu'il soit là, alors que cet être humain n'a jamais été élu démocratiquement, bien entendu, et qu'il a surtout fermé les yeux sur plein de dossiers. C'est ce qui lui a permis d'avoir sa place. Pour répondre à la question que vous posiez, qui était très pertinente, pourquoi le secret? Ben là, malheureusement, ça, c'est que depuis que l'homme met l'homme, c'est que les gens se taisent, soit parce qu'ils en croquent, soit parce qu'ils ont peur. Et il n'y a pas de troisième possibilité. Ouais. C'est comme ça. Et pour ce qui est de la presse, alors là il y a je trouve une vraie raison, c'est que tant qu'il n'y a pas de preuves, on ne peut rien dire. Donc ça, c'est certain qu'à partir du moment où on ne peut pas étayer quelque chose, il faut la prudence, et ça, je trouve que c'est vertueux, c'est normal. Alors oui, le cas de Jérôme Valk, l'ex-secrétaire général de la FIFA, qui était condamné à 10 ans de cessation d'activité complète à la FIFA, il a interjeté appel, 9 960 000 euros de voyage en avion privé et de voyages de luxe pour Jérôme Valk. À ce point, être dans cette logique prouve que la FIFA et l'UEFA ne montrent pas l'exemple et on a d'autres... Il y a une grosse responsabilité de dirigeants de fédérations et de clubs parce que tout simplement, ils sont aussi malheureusement rétribués parfois à la commission et que ça aussi, c'est pas sain. Qu'un dirigeant de club n'ait pas juste son salaire, mais qu'en fonction des transferts qu'il va faire, il soit rémunéré. Et les mêmes dirigeants ont une société, donc ils sont gérants d'une société, donc ils peuvent se permettre de... Qui elle-même est susceptible de prendre des commissions, alors. Oui, donc c'est un accord que le dirigeant passe avec son propriétaire, avec son président. Son club, oui. Avec son club, exactement. Donc voilà, il a son salaire, mais cela ne l'empêche pas d'avoir une activité complémentaire. Donc ça veut dire que le dirigeant qui négocierait le transfert pour son club aurait intérêt à le négocier le plus cher possible pour toucher la plus belle commission. Donc c'est complètement paradoxal. Exactement, et ça veut surtout dire aussi, Michel, qu'il a intérêt à ce qu'il y ait beaucoup plus de mouvements. Il n'a pas intérêt à ce qu'un joueur reste dans un club dans son club toute sa carrière. Et pour prendre un bout de gâteau, il y a un truc qui est très simple, c'est qu'il faut le déplacer. Parce que quand on le déplace, il y a des miettes qui tombent et ce sont toujours les mêmes qui en croquent. L'idée, c'est que ça bouge. Regardez le nombre de mouvements qu'il y a eu cette dernière saison. Si ça ne bouge pas, c'est très compliqué de piquer dans la caisse. Mais quand ça bouge, c'est très très facile parce qu'il y a toujours des intermédiaires. Mais la loi le permet. Voilà, on dira c'est parce que la loi le permet qu'on est dans une situation qu'on peut estimer vertueuse. Ça, c'est moins qu'on puisse dire. Mais vu les sommes d'argent qu'on cite, et je pense que Thomas est en plein dans le dossier, c'est tellement faramineux qu'à un moment donné, certains, parce qu'il ne faut jamais mettre tout le monde dans le même sac, mais certains, se sentent d'une puissance totale, d'une impunité totale, en un mot, intouchable. Et donc, à un moment donné, comme l'a bien dit Stéphane, en prenant quand même les journalistes assez souvent pour des cons, autant utiliser le mot, parfois en procédant... C'est peut-être les journalistes qui ne font pas leur boulot. Parfois en procédant avec une certaine intimidation aussi, ça existe. Vous confirmez ? Oui. Bon, donc voilà, il faut quand même être conscient de ça. Et si ce qui se passe aujourd'hui peut permettre de faire changer ça, c'est peut-être un grand jour pour le football belge. On rappelle que nous sommes dans une édition spéciale
lié à une affaire qui secoue tout le football belge, et pas seulement que le football belge, avec les interrogatoires qui se poursuivent encore à l'heure actuelle à Hasselt de plusieurs figures notoires du football belge. Nous en parlons avec plusieurs témoins. Louis Derroy, vous êtes spécialiste en droit commercial et aussi en droit du sport. Vous défendez parfois les intérêts des agents, parfois les intérêts de joueurs aussi, parfois ceux des entraîneurs, notamment ceux de Felice Mazou, dont vous êtes proche dans le cadre de votre activité. Qu'est-ce que vous inspire aujourd'hui, tout ce dont on vient de parler, étant très proche de l'ensemble de plusieurs dossiers? Je dirais qu'il y a une conjonction d'événements. D'abord, il ne faut pas oublier que ce qu'on vit peut-être aujourd'hui, parce que comme l'a très bien rappelé M. Strecker, il y a une présomption d'innocence, donc on ne sait pas encore grand-chose de ce qui se passe. Mais il ne faut pas oublier qu'en 2010, par exemple, il y a eu une affaire qui a pris une place énorme, c'était l'affaire du Paris Saint-Germain, où en 2010, Nike, le sponsor principal du Paris Saint-Germain, a été condamné à quoi? Eh bien, à une complicité avec des agents qui consistait à frauder le fisc, c'est-à-dire à essayer d'échapper au paiement de charges sociales, au paiement d'impôts, par toute une série de chaînes de documents généralement faux, ou en tout cas qui établissaient des simulations, et que ce procès gigantesque a condamné aussi bien un sponsor, un club, des agents, et d'ailleurs étrangement pas de joueurs, qui étaient d'ailleurs les principaux bénéficiaires. Je dirais les ingrédients étaient là, c'était déjà une photocopie, une photo du système tel qu'il existait. La réalité, c'est que malheureusement, il est très difficile de légiférer, en tout cas au niveau des fédérations ou même au niveau étatique, sur l'activité des agents. Comme on l'a très bien répété ici, il existait des règles sportives où il fallait payer une caution, où il fallait passer un examen, ce qui étaient des obstacles et qui devaient normalement épurer et séparer les mauvais des bons, mais tout ça a été balayé par la législation, parce que la législation européenne, c'est la liberté de prestation de services, c'est l'interdiction, ou plus exactement, c'est la liberté de concurrence, et qu'il y a des règles, et que ce sont ces libertés-là aussi qui ont permis qu'on mette fin, par exemple, à l'imposition d'un taux de commissionnement. Le commissionnement, normalement, doit être libre. Seule la FIFA recommande, parce qu'elle ne sait pas faire plus, 3%. Mais on admet, effectivement, dans les faits, généralement, 7 ou 10%. Mais donc, il y a eu à un moment donné une marche arrière, la fédération sportive a reculé et elle a dit finalement moi je dois laisser tomber ça et je mets le fardeau, la responsabilité sur ces réglementations sur les fédérations sportives, je me contente de donner des recommandations. Par ailleurs, il y a eu aussi les effets de l'arrêt Bosman. On sait qu'il y a une contradiction majeure à la fois pour les fédérations sportives de dire on veut une stabilité contractuelle, les joueurs doivent pouvoir rester 2-3 ans minimum dans les clubs, et en même temps on sait que le système favorise les mutations. On n'a jamais supprimé les mercatos. On pourrait supprimer les mercatos, on ne les a pas supprimés. Donc on favorise la mutation, et comme le dit M. Strecker, plus il y a de mutations, plus il y a de commissions. La résultante de ça, c'est qu'il y a un acteur qui est sorti, un acteur qui est devenu majeur dans le jeu, c'est l'agent. L'agent s'est enrichi, et tellement enrichi qu'en réalité, il a des moyens d'action. Et c'est aussi la problématique aussi de l'achat des droits économiques des joueurs, dans lesquels, il faut quand même bien le dire, les agents ont eu un rôle aussi. Daniel Sciani, par rapport à cette analyse qui nous éclaire évidemment davantage sur l'évolution de votre rôle, une réaction? Mais la FIFA s'en est lavé les mains de la problématique des agents de joueurs il y a quelques années. En 2015. En 2015. En disant, voilà, à chaque fédération, vous prenez vos responsabilités par rapport à l'agent de joueur. C'est un peu... C'est vrai, mais paradoxalement, ça veut dire aussi qu'un agent doit être en règle dans chaque pays. C'est qui complique les choses pour l'agent, en tout cas dans les transferts internationaux, parce que la réglementation de la France n'est pas celle de la Belgique ou d'Italie, et donc l'agent belge a plus difficile à faire un transfert international. Importante information à propos du rôle de l'agent. On signalera que M. Dejan Veljković est aussi impliqué dans cette histoire. Il est donc interrogé lui aussi, au même titre que Modji Bayat. Il est donc suspect dans cette affaire. C'est lui qui est impliqué dans le transfert, l'avenue de l'Echo à Bruges. Et autre point très important, 10 clubs Rodrigo Cesta ont été perquisitionnés aujourd'hui. Oui. Le Sporting de Charleroi ne l'a pas été. Pas de perquisition à Charleroi où Modji Bayat réalise 2/3 des transferts entrants et sortants. Et pourquoi, nous dit-on, du côté de la direction de Charleroi? Parce qu'il n'y a aucun transfert avec Dejan Veljković. Donc, c'est intéressant d'avoir ce point de vue. Nous ne sommes pas impliqués dans des transactions avec cet agent, ce qui explique qu'il n'y a pas eu
C'est le point de vue de la direction de Charleroi, ce qui explique qu'il n'y a pas eu de perquisition chez nous, ce qui surprend tout le monde. Oui, et peut-être aussi, mais là on abordera un dossier suivant, c'est celui des suspicions peut-être de matchs qui auraient été arrangés. Aucune perquisition à Moucron, par exemple. Oui. Où quand même Modji Bayat a été très 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 actif à un moment donné. Où des agents contrôlent le club en plus. C'est le club qui est sans doute le plus contrôlé par des agents, et c'est un club où certains clubs ont officiellement émis des réserves sur certains matchs. On ne va pas revenir maintenant sur quel match, et ce sera un débat qu'on voit tout à l'heure. Mais donc, vous faites bien de parler de Charleroi, parce que le lien affectif aussi, sentimental de Modji Bayat par rapport à Charleroi, il ne faut pas oublier que c'est son oncle avec qui il ne parle plus maintenant, qu'il a amené ici avec son frère. Bon, on ne va pas refaire tout l'historique. Mais Moucron était aussi un club où Modji Bayat était avant très actif, où il est redevenu depuis qu'il a mis Franck de Failly et maintenant d'autres joueurs. Le système du football en est arrivé là. Est-ce que des clubs deviennent finalement des plateformes dirigées par des agents? L'exemple de Moucron, presque peine, c'est un peu ça. Des clubs qui n'ont plus vraiment d'ambition sportive, mais juste de faire passer d'identité non plus, hein, voilà. forcément. Beaucoup de capitaux étrangers. Il faut quand même savoir que même en division 1B, je crois qu'il y a-t-il un autre club que le Beerscot qui... Lommel. Beerscot et Lommel, le Beerscot est contrôlé. Donc 2 clubs sur 8 qui ne sont pas entre les mains d'investisseurs. Mais vous avez une difficulté, en réalité, quand vous avez un club et vous vous demandez qui est derrière le club, vous avez une grande difficulté à identifier le réel bénéficiaire économique. Exactement. Et ça... Messieurs, je ne défends pas la fédération, mais c'est difficile pour une fédération sportive de pouvoir enquêter sur un domaine financier ou économique et de savoir qui est le bénéficiaire économique derrière un club. Est-ce que vous pouvez dire qui est bénéficiaire économique d'une société? C'est pas toujours... Parce que ce flou est autorisé. Oui, mais c'est difficile à le réglementer. Il faut avoir les armes aussi pour contrôler. Et pour contrôler, quand vous êtes fédération sportive, c'est-à-dire une association privée, d'aller dire je vais envoyer des agents parce que je veux contrôler ceci, cela, c'est déjà très intrusif et ça demande vraiment une réglementation qui soit bien au point. Nous avons contacté cet après-midi Roland Duchâtelet, l'ex-président du Standard. Clairement, la question était très simple. Est-ce que vous avez quitté le football à cause de cela? Oui, évidemment. Est-ce que vous avez le sentiment que des matchs auxquels vous avez assisté avaient été truqués? Oui. Dans la saison 2013-2014. Il n'a pas souhaité s'exprimer aujourd'hui, souhaite que les enquêteurs fassent au mieux et aillent le plus loin possible dans l'enquête, mais il s'exprimera évidemment, Roland du Châtelet. Quand vous parlez de 2013-2014, c'est l'époque où il était président du Standard. 2013-2014, à l'époque où il était président, en effet, du Standard. J'espère, je le rappelle, ce qu'il a dit, qu'on ira plus loin que dans l'affaire Zéhounier. Comment on sort? Stéphane, vous vouliez conclure là-dessus? Conclure, c'est... Conclure, enfin, avant de dire comment on sort de ça. Oui, comment on sort de... Moi, en écoutant tout le monde, je me suis rendu compte finalement que le football est un peu une cible facile, parce que l'argument évident est de dire c'est le sport le plus populaire, donc le plus d'argent, donc c'est pour ça que ça se passe. Mais c'est aussi lié, je le crains, à ce qu'est le foot lui-même. C'est-à-dire qu'il y a tellement de subjectivité et d'interprétation dans le foot que une décision arbitrale où quelqu'un s'est trompé, comme il y avait beaucoup d'interprétations possibles, ça va passer un peu plus facilement au bleu. La valeur d'un joueur, c'est très, très, très subjectif. Il y a un club important qui a transféré un joueur africain dont le prix est de 8 millions d'euros. Tout le monde trouve ça surprenant, mais bon, voilà, peut-être que certains estiment qu'il vaut ça. Et je pense qu'on est dans un tel domaine où il y a tellement de subjectivité et tellement d'interprétations possibles que ça laisse un flou terrible pour que tous ceux qui veulent uniquement penser à leur intérêt personnel au-delà du sport dans lequel ils feraient, ils ont la possibilité de le faire plus facilement qu'ailleurs. Je pense que dans la société civile, les choses sont quand même beaucoup plus objectivées que dans le foot, qui est quand même à la fois un jeu, un sport, et sur lequel se rajoute en plus le fait qu'on joue comme des jeux de hasard, sauf que là... On doit accueillir dans quelques instants, dans cette édition spéciale consacrée à l'affaire qui secoue tout le football belge, Marcel Javot, pour parler des arbitres, parce qu'il y a 2 arbitres qui, à l'heure actuelle, sont considérés comme suspects, c'est Sébastien Delfayer et Bart Vertenten. On va l'accueillir dans quelques instants et forcément évoquer cela avec lui, la pression qui, dans ce milieu, existe aussi sur ceux qui dirigent le jeu. Louis Desrois, rapidement, comment on sort de cette impasse? Vous espérez aussi que l'enquête va forcément aller le plus loin possible pour qu'on puisse nettoyer les écuries d'Augias. C'est aussi difficile que la conclusion que vous demandiez à M. Strecker. Je ne sais pas, il va falloir d'abord voir de quoi il s'agit. Il est
il peut s'agir d'affaires fiscales. On a vu les Footleaks qui ont révélé que des joueurs avaient, avec la collaboration de leur agent, mis sur pied des montages pour occulter des sommes au fisc, ne pas payer des impôts. Il faut quand même rappeler que des plus grands joueurs du monde, que ce soit Messi, Ronaldo, etc., ont été condamnés à des peines de prison pour fraude fiscale. Est-ce que c'est de ça qu'il s'agit? Est-ce que les agents ont prêté leur collaboration pour mettre sur pied des montages d'évasion fiscale? Est-ce qu'il y a des rétrocommissions? Il faudra voir exactement de quoi il s'agit. Et ça, c'est un problème qui est fiscal, de fraude et, par voie de conséquence, de blanchiment. Une enquête qui forcément sera longue. On accueille Marcel Javot, puisque Rodrigo, 2 arbitres sont aujourd'hui interrogés à Hasselt, Bart Burton et Sébastien Delfayer. Marcel Javot, les arbitres dans ces enjeux financiers tellement importants, on imagine que si on va au bout d'une certaine logique, ils sont soumis à une certaine pression. Vous avez été soumis, vous, à l'époque, à des pressions? Michel, vous me connaissez suffisamment que pour savoir... Je vous demande si vous avez été soumis, Marcel. Je ne vous demande pas si vous avez... J'ai commencé à arbitrer à 17 ans, j'ai arrêté à 45, 46, et je n'ai jamais eu le moindre problème. J'ai du mal à comprendre que ce soit possible, même. Oui. À l'époque, on gagnait 65 €, c'est ce que vous m'avez rappelé. Aujourd'hui... la reconnaissance aussi, l'évolution à ce qu'elle est, c'est 2 000 € par match pour un arbitre en Pro League. Oui, le rôle des arbitres et les matchs truqués. Vous avez eu l'impression quelquefois d'assister à une partie qui ne vous semblait pas se dérouler normalement? Oui, bien sûr, ça m'est arrivé un jour. Je ne vais pas citer le match ni le nom du joueur parce que ce serait pas correct de ma part, mais un jour. J'ai dit à un centre avant, qui était un Anversois costaud qui jouait au Beerscot, je lui ai dit, grand, moi, celui-là, avec mon genou, je l'aurais mis dedans. Et il m'a répondu sympathiquement, je préfère le mettre au-dessus, ça me rapporte plus. D'accord. Ça m'a été dit sur le terrain un jour, donc moi, plus rien ne m'étonne, mais quand on apprend que des arbitres sont interrogés comme suspects, apparemment, c'est triste pour le foot. Mais c'est triste pour la corporation arbitrale qui a déjà du mal de survivre dans un milieu très spécial et qui perd des membres dans chaque province de semaine en semaine. Donc j'attends avec impatience les résultats de l'enquête, des éventuelles inculpations, et on pourra alors à ce moment-là peut-être en dire plus, mais là, je suis, comme on dit chez nous, je suis sur mon cul, quoi. Ils ne sont pas condamnés. Non, c'est très important. Quelqu'un qui est suspecté n'est pas un coupable. Connaissant quand même un peu le milieu comme ancien policier, gendarme, policier, il faut quand même savoir que si on vient vous chercher à domicile, que vous conduisez à la police fédérale, c'est qu'il y a un mandat d'amener, maître. Sans mandat d'amener, on ne vous embarque pas comme ça. Et s'il y a un mandat d'amener, c'est qu'il y a quelque chose. Et s'il n'était simplement interrogé comme témoin, j'ose espérer que le parquet fédéral aurait publié en ce sens. Oui, ce n'est pas le cas. C'est clairement écrit. Justine Katz a été très claire là-dessus. Même s'ils sont innocentés dans les heures et les jours à venir, je suis désolé, alors c'est maladroit la façon dont ça a été organisé, parce que ça laisse des traces, il n'y a rien à faire. Preuve que le football ne retient pas la leçon. Laurent Denis, condamné à 1 an avec sursis dans l'affaire des paris truqués et Zégulier, est lui-même interrogé aujourd'hui à Hasselt comme suspect. Du côté de la Pro League, Pierre-François, qui n'a pas souhaité venir sur notre plateau, évidemment il était en position d'attente, incite tous les clubs à collaborer, à participer au mieux à l'enquête. Pourquoi vous trouvez normal qu'il ne vienne pas parce qu'il attend d'autres informations. Nous aussi. C'est vrai. Mais lui dit il n'y a pas eu, pour expliquer son point de vue, il n'y a pas eu de perquisition à la Pro League. Ça le concerne quand même de loin. Il peut venir. Il peut dire ce que vous êtes en train de dire à sa place. Tout à fait. Mais il a fait un communiqué. Il m'a envoyé un communiqué. Franchement, quel mort. Je pourrais le lire. Le football belge ne peut se trouver in fine affaibli par d'éventuels manquements qui devront être vérifiés. Et si c'est le cas, sanctionné comme il se doit. Il attend aussi. On sent que tout le monde marche sur des œufs. On sent que tout le monde marche sur des œufs. Mais on sent que. Vous savez qu'il venait aux informations chez nous. Les acteurs importants du football marchent sur des œufs, et ça on ne peut pas leur donner tort, excessivement prudents. Nous avions contacté, autant de dire à nos téléspectateurs, un joueur international qui a été un des joueurs de Moji Bayat, qui est Christian Kabasele, Diable Rouge, et qui souhaitait s'exprimer. On lui a demandé de ne pas le faire. Donc à un moment donné...
Non, mais il faut le savoir aussi. Voilà, à un moment donné, donc, Oui, juste simplement pour vous contredire, cher Stéphane, il a répondu à la radio et je viens de l'apprendre dans l'oreillette. Pierre-François, on l'écoute rapidement. Hervé, qui est dit aujourd'hui, que je remercie pour la célérité dont il a fait preuve pour mettre tout ça en place. On écoute ça. Au niveau du siège de la Pro League, où pourtant tous les contrats des joueurs professionnels sont enregistrés, nous n'avons reçu aucune demande ni aucune visite. Et donc les informations que j'ai sont tout à fait parcellaires. Tout état de cause, il résultera de ceci une atteinte évidente à l'image de notre compétition. Jour après jour, on y travaille. En quelques heures, cela peut être ruiné. À ce stade, nous ne savons pas qui est exactement visé. Est-ce l'activité de nos clubs ou de leurs joueurs? L'activité des intermédiaires? Si c'était les contrats des joueurs professionnels que l'on voulait examiner et analyser, les verbalisants seraient venus les saisir ici chez nous puisque nous les avons tous. Je me dis donc que l'on cherche autre chose. Si les malversations financières sont avérées, est-ce que ça vous étonnerait? Est-ce qu'il y a un iceberg sous les contrats? En ce qui me concerne, je n'ai pas connaissance d'iceberg sur les contrats. Un dernier mot, Marcel, sur l'arbitrage, avant de laisser la conclusion à Rodrigo. Ben oui, en attendant les résultats de l'enquête et la suite des événements, je demanderai à tous les amoureux du football d'être toujours optimistes et respectueux vis-à-vis du corps arbitral et de ne pas faire un amalgame. En effet, oui, vous faites bien d'insister là-dessus, Rodrigo. Fin 2017, c'est le début de l'enquête. D'aucuns lisent ça, et c'est assez logique. À l'arrivée de Mark Cook au Sporting d'Anderlecht, vous êtes dans quelle réflexion par rapport à ça? Ça peut-être qu'une coïncidence, mais c'est clair que les deux éléments sont liés. Peut-être comprend-on mieux maintenant pourquoi Mark Cook a voulu faire le ménage. Je rappelle que par rapport à Moji Bayat, il a encore travaillé avec lui uniquement au niveau de ce qu'on appelle les transferts sortants, en l'occurrence Kara et Teodorčić. Plus question de faire des transferts entrants. De manière générale, moi je dirais que ça fait des années que, à tort ou à raison, je pense que le football belge est une énorme toile d'araignée. Et soit on est dedans, soit on n'y est pas. Et on le voit aujourd'hui, ce sont les dirigeants, les agents, les médias. On parle du responsable sportif, jadis, du plus grand club de Belgique, le plus prestigieux, le plus riche. On parle de l'entraîneur de l'équipe championne de Belgique. On parle de l'agent le plus influent de Belgique. On parle des deux meilleurs arbitres de Belgique. Voilà, maintenant, si tout ça est un grand coup de pied dans la fourmilière, le monde du football, en tout cas, est incapable de faire le ménage tout seul. Est-ce que c'est parce que trop de gens sont impliqués dedans? Donc c'est la justice qui prend le relais. Faisons-lui confiance. Et nous, soyons très prudents dans tout ce qu'on dira. Mais vive la justice. Merci de nous avoir suivis dans cette édition spéciale. Merci d'être intervenu dans celle-ci. Demain, vous retrouvez les pigeons dans quelques instants, le journal télévisé. Il sera aussi question, évidemment, de l'affaire qui secoue le football belge depuis ce matin. Excellente soirée avec les médias de l'RTBF.